Donc, à l'attention du public d'aujourd'hui qui est plutôt pointu, l'objectif de cette session, c'était de présenter et plutôt dégrossir deux sujets qui sont assez basiques, hein, qui sont les deux principaux risques sur la partie cyber qu'on rencontre actuellement et que vous connaissez assez bien, qui sont la partie phishing et ransomware. Donc, juste pour remettre dans son contexte, le phishing et le ransomware sont devenus les deux principales. Alors, mince, maintenant c'est mon écran qui ne veut pas avancer. Sont devenus les deux principales menaces qu'on rencontre. Aïe. Voilà. Dans les entreprises. Le but de cette présentation, c'était plutôt de s'adresser au monde des PME. On est dans un environnement plutôt moyenne entreprise, là, de ce que je comprends, et ça concerne maintenant à peu près 2/3 des attaques, avec des coûts moyens qui sont énormément élevés parce que ça implique maintenant des cessations d'activité pendant des périodes plus ou moins longues. Et puis, en fait, ces sujets cyber sont peu traités en interne, sauf quand on a des ressources qui font un peu de veille. Et donc, nous, on se proposait là d'accompagner pour couvrir au maximum, sachant qu'on va le voir, il n'y a pas de risque zéro et il faut plutôt avoir une bonne résilience. Voilà, et on a nos solutions qui sont assez standards, hein. Enfin, c'est pas les nôtres en particulier, mais qui sont celles qu'on recommande. L'informatique, on le voit surtout dans la période, est en train de muter dans son mode d'organisation. Avant, on avait ce qui est sur cet ancien modèle avec un peu le château fort, le pont-levis, avec la partie pare-feu que vous connaissez, les antivirus sur les différents devices, et puis des modèles de sauvegarde plutôt en local. Ce qui a beaucoup changé, en particulier avec le confinement, c'est que on a des gens qui travaillent beaucoup en home office avec des PC qui sont pas toujours des PC de l'entreprise, et donc avec des connexions soit via VPN, soit via un TSE sans passerelle, etc., qui font qu'on a tout un tas de failles de sécurité qui sont moins couvertes que sur l'ancien modèle. Et puis le corollaire, c'est que depuis les années 2013, on va dire, ça a été un peu le début, 2014, ça a été le début de l'expansion. Il y a un business model qui s'est mis en place, en particulier avec l'avènement des crypto-monnaies et du bitcoin. Enfin bon, ils ne demandent pas que des paiements en bitcoins maintenant, mais donc les hackers qui avant avaient un moyen assez faible de faire levier sur l'aspect business de l'attaque, maintenant ont moyen de se rémunérer, et de se rémunérer de façon, on va le voir, assez importante. Donc, par rapport à l'ancien modèle, on est en train de s'orienter sur tout ce concept dont vous avez dû entendre parler, qui est le Zero Trust Network, où en fait, à chaque ressource, on associe des privilèges et des droits d'accès. On ne va pas rentrer dans toute cette démarche de Zero Trust Network, mais je pense que si vous avez entendu parler, c'est dans cette orientation-là qu'il faut se positionner. Les attaques sont de plus en plus sophistiquées, avec, donc là c'est des chiffres qui peuvent paraître énormes, mais il y a au moins 100 millions d'identités qui sont attaquées chaque mois en mode phishing, et puis après en mode plutôt pièces jointes pour les cryptovirus qui passent toujours quand même par les mails. On a plus de la moitié des pièces jointes malveillantes qui viennent des échanges du bureau, ce qui est à peu près normal. Donc même dans le monde professionnel, ils ont réussi à créer un flux qui est absolument énorme. Alors, oula. Donc, le phishing, ça vous connaissez bien le principe. L'objectif, c'est de récupérer le login mot de passe. Et là, je vais cibler en fait ce qui est devenu un standard. Toutes les boîtes ont maintenant des plateformes Office 365 quasiment, et donc ils visent tout particulièrement
des comportements ou des besoins d'authentification autour d'Office 365. Le grand classique, c'est de recevoir un mail avec une pièce jointe pour lequel on va vous dire que c'est un partage d'une bibliothèque de documents SharePoint et vous allez être sollicité pour entrer votre login mot de passe. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu. Et donc, à ce moment-là, vous allez rentrer sur une console qui ressemble vraiment à la console SharePoint, votre login mot de passe. Vous allez accéder à ce document, donc vous ne vous rendrez pas compte en fait que on vous a pris à ce moment-là votre mot de passe. Vous allez juste peut-être vous étonner du document que vous avez peut-être déjà reçu et votre compte, de façon random, aura été hacké. En fait, une fois que le hacker, et là il y a des moyens humains, hein, enfin, c'est vraiment des utilisateurs derrière, aura pris la main sur votre compte, il va screener votre environnement avec la liste d'adresses globales de l'entreprise et il va récupérer très précisément les noms, adresses mail des personnes qui comptent par rapport à son business model, c'est-à-dire des personnes qui potentiellement peuvent être donneurs d'ordre pour, on va simplifier le débat, à la fin, faire une demande de virement. Et parfois, c'est assez bien fait parce que ils usurpent l'identité, ça peut être d'un client, d'un fournisseur, d'un ceci, d'un cela. Ils vont monter une histoire et puis à la fin, ça va aboutir à parfois des petits virements de 4-5 000 euros, pas plus, pour un besoin qui sera jamais livré. Soit ça peut être carrément des virements pour des filiales. On a vu des demandes de virements hallucinantes à 400-500 000 euros, mais qui ont été bloqués in extremis parce que l'envoi du document attestant avec la bonne signature devait être doublé par fax et le hacker ne pouvait pas le voir. Mais bon, il avait fait tous les papiers officiels qui allaient bien, normal, parce qu'il avait accès à tout l'historique du DAF. Mince. Donc ça, c'était le premier type d'attaque qui était le cryptovirus. Le deuxième type d'attaque qu'on connaît bien aussi, là, c'est maintenant le ransomware. Les hackers vont introduire des vers qui vont crypter. En priorité, la sauvegarde. En fait, ils savent très bien que s'il y a un bout de sauvegarde qui reste quelque part, leur attaque aura été vaine. Et puis après, la cible qui sont les données de l'entreprise. Donc avant, ça se faisait de façon un peu globale, avec des campagnes d'emailing avec des pièces jointes un peu bizarres, qui étaient d'ailleurs assez facilement filtrées par soit les pare-feux, soit par les antivirus, soit par Office 365. Maintenant, c'est un petit peu plus manuel et il y a toute une chaîne de valeur. Il y a d'ailleurs un article intéressant qui est sorti hier sur BFM, BFM Blog, avec un appel auprès du Premier ministre d'un certain nombre de boîtes pour dire qu'il fallait qu'il y ait une prise en compte de ce type de risque parce que ça commence à mettre par terre là les cryptovirus. Beaucoup de grosses boîtes. Donc on a entendu parler des Renault et autres, mais depuis l'année dernière là et tout ça, il y a Bouygues Construction, il y a plein de boîtes, de grosses boîtes d'informatique. Et donc tout cela, ils ont été visés de façon très personnalisée. Là, il y a une petite équipe qui se met en place et au bout d'un moment, ils vont réussir à s'introduire à l'intérieur du SI, soit en ayant compromis le PC de quelqu'un qui régulièrement re-rentre dans le réseau, soit en ayant trouvé un petit backdoor, et ça peut être les accès RDP, ça peut être des accès VPN, ça peut être, enfin, il y a plein de failles que les hackers savent exploiter. L'image, vous avez peut-être, en tout cas c'est celle que je me donne, c'est comme une maison. Finalement, en enlevant les tuiles du toit, on arrive toujours à passer quelque part. Enfin, donc ils vont réussir à rentrer. Ils vont préparer leur attaque qui se déroule souvent le week-end. Le dimanche, les
capacités de réaction sont plus faibles. Et puis le lundi, normalement, la boîte ne doit pas pouvoir redémarrer et vous aurez un message, d'ailleurs sur tous les documents, souvent c'est un peu vicieux comme ça, qui va vous demander le paiement d'une rançon qui va être payée en bitcoins en échange de la clé de décryptage. La petite subtilité, c'est que maintenant, ils ont rajouté une sorte de menace de publication d'informations confidentielles qu'ils vont récupérer. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour poser le constat. Est-ce que vous, c'est des choses que soit vous avez déjà rencontrées comme problème, soit est-ce qu'autour de vous, vous en avez déjà eu plus qu'écho là, mais c'est des choses que vous avez bien, bien en cible. Bon. Non, enfin, je continue donc, mais je considère que ça fait partie maintenant de notre vrai existant et il y a eu une recrudescence très forte pendant le confinement parce que les gens étaient beaucoup plus isolés chez eux, les DSI avaient finalement un réseau qui s'est étendu d'un coup sans qu'il y ait la sécurité qui soit liée. Et donc, je pense que ça a été une source d'opportunités énorme pour la plupart de ces hackers. Donc, le premier sujet qui est le phishing, en fait, c'est assez évident, hein, vu que la problématique est liée au login mot de passe, c'est que en fait, l'identité, ça va être le cœur de la sécurité. Avant, on avait une architecture sur site avec le cœur de la gestion des droits et des permissions qui se faisait et se fait encore hein, avec Active Directory. En gros, on a vécu pendant 20 ans, peut-être même plus d'informatique là, en s'appuyant sur ce socle de gestion de groupe, GPO, user et le login mot de passe du compte sur lequel on se connectait le matin. En fait, maintenant, ce qui est en train de remplacer l'authentification autour de Active Directory, c'est évidemment Azure Active Directory, qui est finalement le sous-jacent de n'importe quel tenant Office 365, ou d'ailleurs la gestion des comptes utilisateurs dans Azure. Et de plus en plus de structures en fait utilisent également Azure Active Directory pour l'authentification globale à tout un tas d'autres logiciels en mode SaaS, un peu comme plein d'applications type location de trottinettes, de location de plein de choses qui vous demandent de vous authentifier avec votre compte Gmail ou Facebook ou des choses comme ça. Et donc, il y a un mouvement de fond qui est d'utiliser ce compte Azure AD pour s'authentifier. Donc, cette authentification, il faut qu'elle soit d'autant plus robuste. Et on considère maintenant, nous, que c'est un vrai prérequis qui est de mettre en fait cette double authentification sur tous vos comptes Office 365. Donc mon discours reste sur cet environnement 365. Le phishing, on peut parler aussi de ce qu'on peut se faire piquer comme mot de passe pour la banque, mais maintenant c'est quand même assez sécurisé. Là, c'est vraiment 365. Donc le corollaire, c'est qu'il faut que chaque utilisateur ait un téléphone. On va avoir deux types d'authentification qui seront soit l'authenticateur, soit des SMS, classiquement. On va pouvoir mettre de la gestion d'authentification un peu conditionnelle en fonction de l'emplacement, en fonction du niveau de licence que vous prendrez sur Office 365. Vous aurez des niveaux plus ou moins fins de gestion de groupes de sécurité avec des niveaux d'appréciation de la personne ne peut pas avoir fait le trajet Sydney, Moscou, New York en moins de 24 heures. Et ça, ils sont capables de l'identifier. Il sera capable de gérer
et ça va être plus avec iTunes, si l'appareil avec lequel on veut se connecter est conforme ou pas. Mais donc globalement, le plus classique, c'est pour la partie connexion aux applications 365, au site portal.office de 365, on va vous demander une double authentification. Et ça va garantir, mais je pense pour moi que c'est pas hackable encore, même si j'ai entendu qu'il y aurait peut-être des solutions, mais un peu comme pour la certification des achats que vous faites auprès de la banque, là vous avez une garantie, vous, que votre compte, personne d'autre que celui qui a votre téléphone et qui reçoit cette double authentification va pouvoir se connecter. Donc sur Office 365, c'est quasi obligatoire, et dans le centre de sécurité 365, c'est la première règle dans le Security Center, double authentification pour les admins. Et après, moi, je ne peux que vous on maintenant demande de le mettre partout pour tout le monde, sauf là où vraiment les utilisateurs n'ont pas de portable. Le principal intérêt, c'est que, bon, ça n'arrive pas dans le bon sens, c'est que c'est sans surcoût. Si vous commencez à partir de la licence M365 basique, l'activation du MFA, pas avec toutes les règles conditionnelles, mais en tout cas un mode qui couvre, on va dire, 90% des besoins, est inclus. L'autre sujet, c'est que c'est vraiment sans contrainte. Vous le déployez, vous installez en fait sur toutes les applications métiers type Outlook, Teams, OneDrive, un code d'application. Donc vous avez votre login mot de passe et puis vous aurez un code complémentaire qui fait que cette application, elle est identifiée dans le dur. Clairement, des comportements Outlook, la suite Office, hein, le Outlook pas web, et on ne me redemande pas de mot de passe. De la même façon, un poste, une adresse IP, justement, ou des rentrées une fois, alors je crois que c'est par mois, cette double authentification pour accéder à l'espace web, par exemple, sur du SharePoint, il a besoin d'authentification autour d'Office 300. Pour vos utilisateurs, ça va fonctionner de façon transparente. Enfin, c'est vraiment, je trouve, l'outil de sécurisation le plus transparent par rapport au niveau de sécurité qu'il apporte. Une fois qu'on a mis en place cette double authentification, à ce moment-là, on va pouvoir parler de collaboratif, de partage avec l'extérieur, et là, on n'aura plus de réserve parce qu'on saura très bien que chaque compte de chaque utilisateur est blindé. Donc, pour moi, la partie sécurité et collaborative de 365, c'est les deux faces de la même pièce. Et en fait, on ne peut pas mettre en œuvre l'un sans l'autre. Et plus on va avancer d'ailleurs sur la partie collaborative, plus il faudra sécuriser les données. Donc là, c'est tout un tas d'autres sujets qui sont pas l'objet de cette conférence, mais sur la partie Azure Information Protection, enfin voilà, principalement le cryptage. On a vu la sécurité des users avec la double authentification. Après, il y aura la sécurité des données, et puis après la sécurité des devices avec Intune. Donc la partie, en tout cas, sécurisation des utilisateurs avec la double authentification se manage assez simplement. On a une console, on sait pour qui c'est activé, on sait qui l'a mis en œuvre, et la seule contrainte, il y en a peut-être une, c'est quand même qu'il faut que les utilisateurs aient un téléphone. Voilà. Bon pour vous sur cette partie-là, phishing. Pas de questions intermédiaires? Non. On est plutôt dans les basiques, hein, là. Mais là, c'est plutôt pour dire que c'est vraiment, enfin, pour moi, la première des sécurités à mettre en place. Après, la partie cryptovirus, là,
plus complexe parce que on considère actuellement qu'il n'y a pas de parade qui va permettre de garantir qu'on n'aura plus de cryptovirus sur un réseau. Donc, on continue à mettre en place des protections entre guillemets classiques, type antivirus, type pare-feu. Donc, si vous nous connaissez, nous on est assez fan de la plateforme WatchGuard avec la suite Total Security Suite parce qu'en fait, elle se met tout le temps à jour. Elle a son petit système de sandbox pour faire de l'analyse comportementale, et donc on a un vrai contrôle des flux. Mais d'ailleurs, la grosse majorité des attaques sont bloquées au niveau du pare-feu. Donc, il y a toutes les sécurités classiques à mettre en place, mais on le voit, hein, de l'expérience chez nos clients, même si classiquement, ceux qui ont des accès TSE, mais sans passerelle web, là, il y a un boulevard pour ceux qui veulent hacker ce type de réseau. Enfin, il y a quelques cas où on sait très bien que là, il y a des failles. Par contre, on a d'autres endroits où un réseau bien sécurisé peut se faire hacker quand même, et ça se fait bien à la mano. Voilà. On a mis en place chez tous nos clients un petit logiciel qui reconnaît les signatures de cryptage des documents. Donc ça reste quand même classique. Les mecs qui font des attaques de ce type-là, ils réutilisent, ils achètent sur le dark web des plateformes de cryptage qui sont entre guillemets connues. Elles sont pas tout le temps toutes neuves. Et donc on arrive à reconnaître des signatures de cryptage. Et à ce moment-là, donc ça c'est un petit logiciel qui se met à jour avec ces signatures qui sont dans notre data center. Et quand on a un début d'attaque, c'est-à-dire un vers qui commence à crypter les documents, ça nécessite un peu de travail, donc ça ne se fait pas d'un coup. Là, on va bloquer l'ensemble des réseaux. Donc on a un peu comme sur un bateau de guerre ou un sous-marin, toutes les écoutilles qui se verrouillent. Donc évidemment, les gens ne peuvent plus accéder à rien, mais ça permet d'isoler le problème et de réagir. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième niveau de sécurité que nous on rajoute. Et en fait, le troisième, qui est l'objet de notre recommandation, c'est d'externaliser vos sauvegardes internes sur des solutions dans le cloud pour deux raisons. Alors d'abord, le dispositif de sauvegarde qu'on recommande maintenant, c'est du local to local et local to cloud. Et puis, ce qu'on va voir, c'est que le fait de mettre en place ces sauvegardes à l'extérieur, bah, ça va nous permettre, de mettre cette sauvegarde à distance respectueuse de l'attaque. Le hacker, il peut voir qu'il y a une sauvegarde externalisée, mais en fait, il ne peut pas accéder à la sauvegarde de la veille et celle du soir. En fait, il peut juste hacker les données qui existent et puis voir, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, que ces données seront copiées cryptées, mais tout l'historique, lui, n'est pas accessible. Parce que c'est géré sur une autre console, en fait. Hein. C'est pas géré à partir du même réseau. Donc c'est ce qu'on a sur ce petit schéma. Bon, c'est assez classique. On a une plateforme qui peut être une copie avec donc Veeam Cloud Connect. Veeam fait des copies de VM en local. Et là, on a des équivalents de snapshot qu'on peut redémarrer. Et il y a un petit agent qui fait le même boulot, qui se connecte sur un serveur Veeam qui est dans le cloud, lui, et qui, moyennant belle compression, va recopier CVM tous les soirs. Enfin, on fait ça la nuit, soit dans notre data center, soit sur Azure. Alors nous, on a retenu la solution Azure. Bon, déjà, comme je viens de vous l'évoquer, l'architecture que vous avez là, elle est gérée à partir d'une console qui est externe. Et donc, la personne qui est dans le réseau
il ne peut pas accéder à ce dispositif de copie. Et puis le fait de l'avoir sur Azure, c'est un peu l'introduction au sujet qu'on avait évoqué là dans nos premiers échanges, c'est que ça va permettre peu ou prou d'avoir un PRA. Alors c'est pas une vraie plateforme mise en place pour faire du PRA, mais en fait on a des VM, des images serveurs qui sont dispo et que quelque part on peut recopier sur une machine correspondant à la capacité de traitement dont on a besoin, qu'on va activer sur Azure. Donc je prends imaginons 5 à 10 VM que j'ai sauvegardés. Si je n'ai plus de solutions matérielles sur site, là on est sur des problématiques un peu plus lourdes que du cryptage, ça peut être incendie, dégâts des eaux, enfin, que sais-je. Là, on va pouvoir redémarrer CVM sur des ressources dans Azure et permettre aux utilisateurs de se connecter soit en TSE, si c'était le mode de fonctionnement qu'on avait prévu, soit en mode VPN autrement. Voilà, donc sur la partie continuité d'activité, cette partie sauvegarde externalisée, ça va vous garantir d'avoir finalement toujours un backup qui est inaccessible à ces cryptovirus. Quand bien même, d'ailleurs, vous avez les données cryptées de la nuit, on le verra bien le lendemain hein, qu'il y a eu une attaque et donc on aura les restaurations de la veille ou de l'avant-veille. Enfin, on peut s'autoriser 1 ou 2 jours en cas de sinistre de ce type-là, surtout si c'est le week-end, de récupération. Voilà. Donc, sur la partie PRA et PCA, après, il y a d'autres solutions. Ce n'était pas l'objet de cette présentation avec Azure Recovery, qui est une solution qui va nous dupliquer les VM. Donc, c'est pas la même chose que de la sauvegarde. C'est vraiment fait pour faire un équivalent de cluster de serveurs, mais sans avoir besoin de faire tourner dans le cloud la ressource et d'avoir la puissance consommée dans le cloud. On va juste utiliser la puissance si on a besoin de basculer. Voilà. Donc la partie PCA qu'on évoquait tout à l'heure, une piste, c'est Azure Recovery, qui est un classique aussi. Donc voilà pour ma présentation. Je regarde le chrono. Il nous reste 5-10 minutes si vous le souhaitez là pour échanger sur les différents sujets que vous auriez à me soumettre. Bon. Question sur Azure, c'est par rapport à des solutions comme Vim. Vous m'entendez? Oui, mais articulez bien parce que j'entends difficilement. Je vous écoute. Oui. Ça va mieux maintenant? Oui, c'est un peu mieux. D'accord. Je vous écoute. Bon, non, j'avais une question par rapport à la mise en place de Vim en tant que solution d'externalisation l'externalisation de la sauvegarde en cloud. Je sais qu'il a un module qui envoie vers l'externe, maintenant vers l'extérieur. Maintenant, en termes de temps de récupération, en temps de restauration, ça s'évalue bien sûr en fonction de la volumétrie et tout un dimensionnement des tuyaux. Vous avez une idée à peu près ou quelques éléments sur cet aspect-là, par exemple, avec la solution Vim, par exemple? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la solution Vim Cloud Connect fait très bien la partie compression. Donc, il y a un élément qui est intéressant, c'est que on arrive à réduire le volume copié des serveurs ça dépend, hein, mais on réduit des 3/4, enfin 2/3, 3/4, voire parfois 90% quand on a que du serveur de fichiers. C'est assez impressionnant et donc le principal intérêt, c'est que ça va nous permettre
de redescendre des images de VM beaucoup plus vite. On a sur une fibre de 100 mégas des images serveurs où le serveur que l'on va réutiliser de 300, 400 gigas, on le récupère en 2-3 heures. Ce qui est assez impressionnant. Donc il faut faire des. Enfin, rien n'est pareil hein, par rapport à tout l'environnement réseau, par rapport au type de VM, de la compression possible de cette VM. Mais moi, j'ai vu des tests assez. Enfin, il faut le tester. Il faut qu'en fait, une fois que vous avez mis la solution, prévoir une solution de validation de cette reprise d'activité, avec une reprise d'activité copie en local et une reprise d'activité copie sur Azure, parce que mine de rien, même sur Azure, il y a un temps de copie entre la solution et les VM qui sont copiés sur les disques de stockage Vim Cloud Connect, et puis la copie sur le disque du serveur qu'on veut redémarrer. Donc, il y a 2 tests à faire si on veut vraiment être pointu. Un test de reprise en local et un test de reprise sur Azure. Et là, on calcule les temps. Mais en moyenne, nous c'est 1 jour et demi. Il faut 1 jour et demi compte qui va screener votre environnement. Un jour, c'est un peu. 1 jour et demi, c'est pour à peu près un nombre, combien de VM à peu près? On dit 1 jour et demi. Alors, non, mais quand on est sur Azure, on peut lancer des copies simultanées. Il n'y a pas de problème de tuyau. Quand on est sur une restauration locale, là, c'est beaucoup plus aléatoire. Ça dépend vraiment de l'environnement et de la volumétrie. C'est des tuyaux. Ok, merci. Voilà. Bon, petite question. Parmi vous, personne n'a jamais été touché par les problèmes de phishing ou même de crypto? Est-ce qu'il y en a qui ont des retours d'expérience là-dessus? Si, phishing, nous, on est très souvent attaqués. D'accord. Et vous avez des comptes utilisateurs qui ont été touchés? Oui. On a, il y a 1 an à peu près, on a la directrice commerciale qui s'est fait hacker et qui a fait une arnaque au président, donc, qui a envoyé un mail, il a scanné donc tout l'environnement, il a trouvé les personnes qui géraient la compta interne avec l'expert comptable et qui a fait des demandes de virement sur un compte en Corée de 150 000 €. Quand même. Et ça a été bloqué tout de suite parce que la directrice commerciale a vu des mails arriver et disparaître de sa boîte mail en live. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il avait créé des règles dès que les comptables répondaient, ça partait dans les éléments supprimés. Une fois que ça arrivait dans les éléments supprimés, c'était définitivement supprimé. Il joue assez Ensuite, bien. elle a appelé, il a bloqué tout. Et suite à ça, on a mis des validations de règlements de factures qui sont. Voilà, il y a plusieurs. Chaque personne doit faire valider par son directeur. Après, ça passe au cabinet comptable qui prépare les virements. Et après, c'est revérifié par les deux, la directrice financière et son adjoint pour être sûr que tout soit bien autorisé. Et tout. Et vous avez bien mis la double authentification pour tout le monde ou pas? C'est en cours de déploiement. D'accord. Parce qu'en fait. On a perdu un peu de temps avec le confinement parce que à distance, les problèmes de mise en place, c'est plus compliqué. Je suis bien d'accord. Mais moi, j'ai un client qui s'était fait hacker un compte, qui a essayé de hacker le reste des collaborateurs. Donc, en fait, il connaissait la boîte. On a mis la double authentification partout. Puis un gars qui est parti en Afrique pendant 2 mois. Donc, c'était le seul gars qui avait plus de double authentification. Et il a réussi à se faire hacker. Parce que, en fait, comme ils connaissent tellement bien la boîte, ils passaient leur temps à essayer de trouver une porte d'entrée. Dès que les gens sont rentrés et qu'ils ont mis le pied dedans, en fait, ils connaissent le nom des gens, ils ont toutes les infos pour pouvoir mener une attaque un peu ciblée. Donc, c'est pas du. Ouais. Je vois régulièrement des tentatives de connexion sur des comptes qui sont en échec parce qu'ils ont récupéré les utilisateurs et ils testent brutalement les mots de passe, ils testent.
Et ils Ouais. arrivent de temps en temps à trouver encore un utilisateur, comme on n'a pas mis l'authentification partout. Et la dernière attaque qu'on a eue, c'était pas directement de chez nous, je pense, c'est quelqu'un qui a usurpé le nom d'un fournisseur. Ouais, bah, tout le monde étant Et qui a touché. demandé des virements, qui a dit ouais, on a changé notre RIB, donc voilà le nouveau RIB, et puis voilà les dernières factures que vous avez envoyées, donc on a rajouté des frais parce qu'il y avait des frais supplémentaires, donc il faudrait payer les frais supplémentaires qui étaient de 4-5 000 euros. Ouais, c'est ça, c'est les petites attaques à 4-5 qui, elles, passent quand même parfois, hein. C'est ça. Ils y Et arrivent. en fait, en fouillant, ils m'ont posé la question, ils m'ont dit c'est bizarre quand même. Et le fabricant, c'était un fabricant d'éoliennes, et il- tout était bon, le nom de la personne était bonne, sa signature était la bonne, etc. Tout était vraiment parfait, sauf que l'adresse émettrice du mail en lui-même, il y avait un O et un I d'inversé dans le domaine. Oui, mais il y en a qui auraient pu usurper suffisamment bien le fournisseur pour avoir le compte de la personne en question, qui enverrait des mails, voilà, comme s'il y avait deux personnes qui travaillaient avec le même profil, euh, et, euh, et l'un sur une activité qui n'était pas exactement la même que l'autre. Tout à fait. Voilà. Ok, Donc, c'est pointu. et vous êtes sur Office 365 ou pas accessoirement? Oui. Oui, oui. En fait, la faiblesse d'Office 365, c'est que tout le monde, les hackers, en fait, considèrent par défaut maintenant euh, que tout le monde est sur Office 365. Une des méthodes aussi d'attaque que j'ai pas mis dans la liste là, c'est que ils envoient des courriers papier en tête Microsoft pour dire attention, vous n'avez pas payé vos X licences qui vont bien. Et donc, prière de faire un virement en Irlande, ils font les trucs bien, hein, pour qu'on ne vous coupe pas le service. Il y en a qui, ouais, dans la précipitation, ils se disent merde, on a un problème de virement là qui n'est pas passé. Et, et, euh, et donc, 365, ils envoient des courriers à 100% des boîtes. Sur 365, ça touchera que 2 tiers, mais ça concerne 2 tiers des gens maintenant. Et j'ai vu des statistiques assez intéressantes là-dessus sur les attaques qui montraient qu'en fait, ils récupèrent les mots de passe, les logins et mots de passe des utilisateurs, Office 365, non pas obligatoirement par du phishing, mais par les attaques sur des sites divers, d'autres sites. J'entends par là, moi, je me bats contre mes utilisateurs parce que ils sont tous la même chose, ils mettent leur Ils vont monter une LinkedIn ou sur d'autres sites. Et comme ils en ont marre de gérer les mots de passe, bah, ils mettent le même mot de passe que Office 365 sur ce site. Oui, ouais, c'est le classique, ça. Et, Ouais, tout à fait. fait hacker il y a quelques années, ils ont récupéré tous les mots de passe. Et tous les gens qui avaient la même chose pour Office 365, le même couple de mots de passe, d'identifiants, et ben tout cela, ils ont été compromis à un moment ou un autre. Donc, la seule solution maintenant viable c'est la double authentification. C'est ce que je pense qui Exactement. reste pas marrant pour l'instant. On va dire. De notre côté, nous, par exemple, effectivement, on n'utilise pas le Office 365 pour l'instant. On est peut-être épargné de ce côté-là, mais n'empêche qu'on reçoit des mails fréquemment suspects, et plus que suspects, hein, on le voit tout de suite que c'est un mail. Bon. On compte heureusement sur la sensibilisation du personnel pour qu'ils ne cliquent pas rapidement sur un mail sans développer un réflexe sur le mail, si c'est un vrai mail ou pas. Mais on n'est pas à l'abri, bien sûr. Donc, d'où le besoin de renforcer en profondeur la sécurité, qui est un enjeu important. J'avais une question juste sur les solutions de blocage. Tout à l'heure, vous avez évoqué les solutions qui bloquent les partages. Oui. Quel est le degré d'efficacité de ces solutions-là? Nous, on a des solutions, bien sûr, comme tout le monde. Maintenant, des blocages de partage, au moment où le virus commence à créer le premier fichier, ça c'est intéressant d'une part. Et leur degré d'efficacité, je ne reconnais pas si vous pouvez détailler un peu plus ces solutions-là. Surtout leur Oui, degré d'efficacité, est-ce que ça marche à tous les coups? Est-ce que c'est efficace 100%? non, c'est ce que j'ai dit en prérequis. On considère que maintenant, la vraie difficulté, c'est que sur le réseau local, il n'y a rien qui soit fiable à 100%, et donc il faut une solution externalisée. Ce petit développement est un développement maison, donc ça n'a pas vocation, enfin, c'est pas une solution du marché qu'on a déployée. C'est quelque chose que nous, on a
petit à petit construit, et ça nous a quand même sauvé des situations un peu délicates, parce que on a bloqué un poste. Enfin, on a pu arrêter l'attaque, et d'ailleurs, dès qu'on a un réseau qui est bloqué où plus personne n'a accès au moindre net use de quoi que ce soit, c'est qu'on sait qu'il y a eu une attaque qui a démarré, et donc on va tout de suite se plonger, enfin notre hotline réagit tout de suite pour se plonger sur le dossier et voir si c'est sur un poste que l'attaque a commencé, si c'est sur le serveur, si c'est sur les serveurs TSE. En fait, c'est efficace parce que on sait tout de suite qu'il y a une attaque. Mais il faut qu'il y ait des personnes derrière qui réagissent parce qu'il y a des choses qui peuvent continuer quand même. Si on attaque le commun et que c'est sur le serveur principal, ça va rien faire parce que c'est celui-là qui va scripter. C'est l'objet de la question, parce que généralement, tous les postes sont des partages réseau sous forme de lecteurs réseau, bien sûr, et donc il va tout de suite attaquer les lecteurs et commencer à crypter les serveurs. L'efficacité de la solution doit être de bloquer l'accès au lecteur réseau depuis le poste. Parce que généralement, sur le poste en local, c'est pas grave, parce que généralement, on ne stocke rien du tout. En tout cas, 99%. Et puis, il y a des fichiers sur le bureau, c'est pas dramatique. Maintenant, si le virus attaque les lecteurs réseau et commence à crypter les lecteurs réseau, et derrière un lecteur réseau, il y a un serveur de fichiers, c'est là où il y a un drame. Donc, je pensais que je ne sais pas, à vous de dire, la solution doit bloquer l'accès au lecteur réseau. C'est ça, si ça, c'est parfait cette solution-là. C'est ça ma question. Oui, c'est ça, ça bloque tous les lecteurs réseau. Les lecteurs U, enfin les lecteurs des users, les lecteurs. Pardon? Non, c'est bien ça, je parle des lecteurs réseau, tout à fait. Le lecteur CD local, c'est moins grave. À la limite, Ah oui, oui. Non, sur le local, ça bloque rien. Un PC qui est infecté, il va continuer à s'infecter comme un grand. Après, on ne forme pas, c'est pas le problème. Oui. Par contre, il n'infectera plus le réseau, il n'infectera plus les serveurs, et on va l'identifier, on va savoir que ça venait de lui. Oui, Parce tout à qu'on fait. verra les copies ou les modifications d'où elles ont été faites. Voilà. D'accord. Donc, ce qui veut dire que chaque poste doit être équipé de ce bout de logiciel pour détecter, pour bloquer ce genre de propagation. Non, en fait, les postes, on ne les bloque pas. On bloque juste sur le serveur, sur les différents serveurs, tous les accès réseau. Dès qu'on détecte quelque part une modification des documents avec un décryptage connu. Donc, une des autres difficultés, c'est que parfois, il y a quand même des nouveaux cryptages qu'on n'avait pas identifiés et qu'on n'a pas remonté dans notre base de signature. Elle n'est pas énorme, hein, notre base de signature non plus. D'accord, donc la solution n'est pas installée sur les postes clients, c'est directement sur le serveur. C'est que sur les serveurs, oui, rien sur les postes. D'accord. D'accord, parce que oui, d'accord, parce qu'il existe déjà sur Windows une solution qu'on exploite qui est presque par défaut sur Windows, qui propose de bloquer certaines extensions liées au cryptage, mais qui bien sûr qui est évolutive. Est-ce que c'est sur la base de cette solution-là que vous avez développé la vôtre? Mais qui ont été... Oui, c'est ça. Nous, on a notre propre solution, exactement. D'accord. Mais qui doit être comme celle qu'on trouve sur le marché, hein, je pense. Oui, enfin, le principe doit être le même. Et moi, j'ai juste une petite question, c'est en parallèle de ça. Nous, comme on a tout sur Office 365, les utilisateurs, on n'a pas de lecteur réseau U, etc. On a juste les sauvegardes. OneDrive permet le blocage de ces ransomware? Alors, l'expérience que j'ai eue, j'en ai qu'une, hein, donc, et puis on a fait quelques tests, et c'est que quand on a un poste qui est crypté, les données qui sont maintenant le bureau mes documents du OneDrive sont bloquées par OneDrive. En tout cas, sur l'attaque, sur les attaques, celles qu'on a testées chez nous et celles qu'on a vues chez un client,
et le OneDrive passe en erreur. Donc, on a des croix rouges partout et donc le référentiel reste intègre sur OneDrive. Donc, donc en gros, de mon analyse, mais peut-être que ça va changer parce que je vois pas comment il pourrait ne pas y arriver, mais Microsoft de son côté aussi développe les parades. De mon analyse, les postes qui sont sauvegardés maintenant en mettant la sauvegarde bureau mes documents, on n'a plus de lecteur U et on a tout dans le cloud, ils sont safe. Là, en l'occurrence, l'utilisateur, on a réinstallé le poste et redescendu le OneDrive et le Exchange, ça, j'ai pas besoin de vous le dire. Mais c'est un petit peu pour moi la même problématique que Exchange. Les mails sont pas cryptés sur Exchange si le poste est attaqué. Et on a le même niveau de sécurité dans les bibliothèques SharePoint ou Teams si vous utilisez ça également. D'accord. Oui, justement, c'est parce que c'est vrai que Microsoft préconise d'activer la sauvegarde justement pour lutter contre les ransomware, mais j'ai pas eu d'attaque de ce type-là, donc j'ai jamais pu vérifier que c'était actif ou pas en fait. Moi. Ouais, ça marche. Hein. Ok. Non, ça marche. Et donc, dans les solutions contre la partie ransomware et l'externalisation, c'est vrai que la première externalisation, c'est pour la partie fichier plat, pour la partie données utilisateurs et puis données partagées, de mettre ça sur le couple OneDrive, Teams. Enfin, Teams, SharePoint, on s'entend. Oui. Et ça vous sécurise, très largement. Et donc, il reste après les applications à mettre sur Vim Cloud Connect. Okay. Et là, on a une architecture classique jusqu'à ce que ces mêmes applications, d'ailleurs, elles partent en mode cloud ou en mode SaaS. Et là, à la fin, le Graal, c'est d'avoir une architecture infra-locale qui continue à gérer un peu de sécurité, de connexion, imprimante et tout ça, mais sur lequel vous n'ayez plus de données utilisateurs, plus de données métiers, il faut qu'il n'y ait plus de données. En fait, une fois que vous avez une infra en local où il n'y a plus de données, vous vous rendez compte qu'elle est beaucoup moins critique à manager. Voilà. Et ça, c'est l'objet, cette architecture dite full cloud, qui pour autant conserve un peu d'infra local. Ça, c'est l'objet d'un prochain web séminaire qui est prévu le 8 décembre. Voilà, et donc j'en profite pour faire mon invitation pour la prochaine session. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a dépassé l'heure là maintenant? Pour l'instant, c'est bon. C'est bon pour moi aussi. Eh bien, écoutez, merci à vous tous. Merci à vous. Bonne fin de journée et au plaisir pour la suite de ce prochain épisode 2 sur les solutions full cloud.